Dans un monde où règne le chaos, la paix est une chose dont on ne peut que rêver. Les coups de tonnerre s'abattent et les rochers tombent du ciel comme la pluie. Au sol, les mères sont séparées de leurs enfants et les survivants tentent d'échapper à la destruction. La seule à s'opposer à lui est une femme aux cheveux roux. Elle semble épuisée, mais malgré sa fatigue, elle frappe de toutes ses forces, déterminée à l'achever. Ce n'est pas la première fois qu'ils s'affrontent. La jeune fille, qui s'appelle Bliss, a passé toute sa vie à se battre contre lui et ses alliés, et à chaque fois, elle a été battue. Ses adversaires n'ont qu'une idée en tête, détruire le plaisir, et aiment jouer avec la vie des mortels comme elle. Et quoi qu'elle fasse, Bliss perd toujours. Jusqu'au jour où le cycle est rompu et où elle se réveille dans une rue froide, allongée dans un panier. Il ne faut pas longtemps pour qu'un de ses ennemis mortels réapparaisse, Vian Wolf, un homme dont elle n'a jamais pu oublier le visage, mais il semble qu'il ait oublié le sien, et pour cause. Car Bliss s'est transformée en bébé et s'est retrouvée sur le pas de la porte du diable. Elle utilise ses pouvoirs pour remonter le temps, régressant lentement à travers les âges pour se donner plus de chances de sauver le monde. À chaque saut, elle rajeunit un peu, mais cette fois-ci, elle a plutôt fait un saut et s'est retrouvée bébé entre les mains de son ennemi. Cette fois, je crois qu'elle est allée un peu trop loin. Vihan l'emmène immédiatement à l'intérieur du manoir. Je suppose qu'il ne peut pas être un vrai méchant s'il a assez de cœur pour ramener un nouveau-né de la rue. Il semble assez innocent et excité de montrer sa nouvelle découverte au majordome Nisrak, mais on peut aussi l'appeler Nick. Il veut amener le bébé à son seigneur. Sir Vian Wolf est l'un des 5 loyaux subordonnés connus sous le nom de Sword of the Black Sea. C'est leur maître que Bliss a essayé d'atteindre toutes ces années. Il est donc assez ironique qu'il veuille maintenant l'emmener le voir. Mais je ne sais pas ce qu'elle va pouvoir faire avec ses petits poings boudinés. Bliss essaie toujours de se faire à l'idée de l'arrivée du bébé. Comme tout le monde, que feriez-vous si vous vous réveilliez soudainement en tant que nouveau-né ? Je serais en train de paniquer en ce moment. Et c'est un peu ce qu'elle fait, mais elle essaie aussi de comprendre comment rester en vie au cœur du territoire ennemi. Si elle meurt à nouveau, elle reviendra encore plus jeune, ce qui n'est pas vraiment un bon plan. Il est donc impératif qu'elle se fonde dans la masse, au moins jusqu'à ce qu'elle soit assez âgée pour utiliser à nouveau ses pouvoirs. Heureusement, Nick et Vihan sont très facilement charmés par son comportement adorable. Le simple fait d'attraper leurs doigts les fait tomber sous son charme. C'est tout un contraste avec ses vies antérieures, où Vihan aimait la faire souffrir le plus possible lors de leur combat. Que ferait-il s'il savait que le bébé qui gazouille dans ses bras est en fait un guerrier qui voyage dans le temps et qui a juré de détruire son clan? Une phrase que je n'aurais jamais pensé prononcer un jour. Ensuite, Vihan se précipite pour présenter Baby Bliss à Warren Wolf, un autre Sword of the Black Sea. Dans son ancienne vie, c'est Warren qui a porté le coup de grâce, mais aujourd'hui, il est tout aussi épris de ses charmes que Baihan. Il est le 3e à faire une remarque sur sa ressemblance avec leur seigneur. Bliss les a ignorés jusqu'à présent, mais lorsqu'elle se voit dans le miroir, elle est horrifiée de découvrir qu'ils ont raison. Elle est le portrait craché de son ennemi juré, le roi des démons, Andrian Lucas Brandt, qui, comme par hasard, est en train de sortir du bain. Petite question. Pourquoi tous ces seigneurs démons sont-ils présentés avec leurs serviettes ? Enfin, je ne me plains pas, mais je veux dire, je les imaginais un peu plus terrifiants. Cela ne me donne pas vraiment envie de les détester. Les autres supposent tous que le bébé doit être le sien parce que, eh bien, regardez-les, ils sont identiques. Mais le seigneur Lucas les corrige immédiatement et dit à Vihan de jeter le bébé. Oui, voilà, c'est à peu près ça. C'est plus le seigneur démon que j'attendais. Bliss ne prend pas très bien le fait qu'on la jette dans la rue et se met en colère. Sauf que sa façon de se mettre en colère consiste à tendre la main vers eux en faisant plein de bruit de bébé qui gazouille. D'une manière ou d'une autre, sa petite technique gagne le roi démon. Après l'avoir serrée dans ses bras, il décide de la garder encore un peu. Au moins jusqu'à ce qu'il comprenne pourquoi ses yeux sont rouges. Il la nomme Eleanor et la confie aux servantes du manoir pour qu'elles la gardent en sécurité. Après toute l'excitation et l'agitation de la soirée, Baby Bliss / Eleanor est épuisée. Alors il se retire pour lui donner une chance de faire une sieste. Alors qu'elles sont toutes les deux seules, l'une des servantes se présente sous le nom de Marcia et s'allonge à ses côtés pendant qu'elle dort. Toutes les servantes semblent très enthousiastes à l'idée d'avoir une petite fille à charge, d'autant plus que c'est le premier enfant à arriver et à ne pas être envoyé directement dans le dortoir. D'après ses souvenirs, Bliss sait que le dortoir servait autrefois de foyer pour les orphelins qui étaient ensuite entraînés à se battre pour Lucas en tant qu'armes humaines. Ceux qui ne répondaient pas à ces critères étaient mis à la porte, ou pire, tués. Alors c'est vraiment une bénédiction qu'elle ressemble au duc.
Sinon, qui sait ce qui lui serait arrivé? Une semaine plus tard, Bliss s'est installé dans sa nouvelle vie, au domaine du roi démon. Honnêtement, c'est plutôt ennuyeux. Son corps de bébé ne lui permet pas de faire grand-chose, si ce n'est la sieste et le sommeil, et elle commence à se sentir frustrée par tout ce qui traîne. Elle a essayé de faire appel à l'un de ses pouvoirs, une compétence appelée « regard pénétrant ». Il lui permet de voir au loin, même à travers les murs, et lui a permis d'en apprendre un peu plus sur le manoir et son fonctionnement. Mais alors qu'elle essaie de l'utiliser cette fois-ci, elle est interrompue par Warren qui vient lui rendre visite dans son lit de camp. La première pensée de Bliss est qu'il a découvert sa véritable identité. Un homme de sa force n'aurait besoin que d'un doigt pour la tuer. Alors quand il baisse la main, Bliss tente d'invoquer son pouvoir pour le repousser. Et échoue. Elle se contente de le frapper avec un petit grognement pathétique. Heureusement pour elle, Warren semble satisfait, probablement parce qu'il n'avait pas l'intention de la tuer. Il voulait juste qu'elle lui tienne à nouveau la main. Pour un ordre de seigneur démoniaque, il n'en faut pas beaucoup pour les attendrir. Après avoir rendu visite à Bliss, Warren se promène dans les couloirs lorsqu'il tombe sur Luke, qui le force à admettre où il était. Il semble fortement soupçonner que l'arrivée de ce bébé est un stratagème concocté par une certaine Karea et ordonne à Warren de garder un œil sur elle jusqu'à ce qu'il ait la preuve qu'il ne s'agit pas d'un piège. On dirait que Bliss ne s'est pas fait avoir aussi facilement qu'elle le pensait. Pendant ce temps, Vian et Marcia jouent avec le bébé et admirent sa beauté. À l'intérieur, Bliss s'ennuie beaucoup d'eux et est vraiment fatiguée d'avoir un corps aussi petit et chétif. Je suppose qu'après avoir été une guerrière, il n'y a rien de pire que de perdre toute sa force. Les deux membres les plus cruels du Sword of the Black Sea, Barbacha et Michaela, viennent ensuite rendre visite à la douce petite Éléonore. Quand elles ne sont pas sur le champ de bataille en train de trouver de nouvelles façons d'être méchantes et vicieuses envers Bliss, elles sont plutôt mignonnes. Du moins, Barbacha l'est. Il trouve le bébé adorable et panique totalement lorsqu'il sent la douceur de sa main. Michaela est la plus sèche des deux et semble moins amusée par la gentillesse d'Éléonore. En fait, elle est assez perspicace pour remarquer qu'elle comprend ce qu'ils disent. Elle est tellement impressionnée qu'elle envisage même de l'adopter elle-même. Mais malgré son engouement, Michaela semble aussi soupçonner qu'elle pourrait être une espionne envoyée par ce mystérieux personnage de Karea. Bliss est un peu choqué d'apprendre qu'ils sont déjà sur son cas, mais avant qu'ils ne puissent l'examiner plus, un autre membre de leur ordre arrive. Custiel leur capitaine et, à première vue, il semble être le plus calme et le plus ordonné que nous ayons rencontré jusqu'à présent. Mais Bliss se souvient du capitaine comme d'un général rusé avec un esprit de guerre. C'est son intelligence qui l'a toujours empêché d'atteindre Lucas dans ses vies antérieures, et c'est cette même intelligence qui menace de l'exposer dans celle-ci. Si quelqu'un doit découvrir sa véritable identité, c'est bien Custiel, mais au lieu de la soupçonner ou de la poignarder, il lui donne un chocolat. Je veux dire, qu'est-ce qu'il aurait pu faire d'autre? Bliss continue de penser que ces types vont l'assassiner à vue et oublie qu'elle n'est littéralement qu'un bébé. Je ne vois pas comment il pourrait découvrir la vérité. Elle se laisse aussi facilement influencer par les sucreries. Après avoir reçu un chocolat, Bliss se précipite joyeusement dans les bras de Custiel et commence à jouer avec ses cheveux. Les autres sont choqués par ce spectacle. Toute personne qui oserait toucher le capitaine de cette façon serait normalement tuée sur le champ. Bliss sait à quel point ses actes sont dangereux, mais elle ne peut pas se contrôler. Après tout, c'est le seul moyen de communication que son petit corps connaît. Je veux dire, que feriez-vous à sa place? Tout d'un coup, Marcia, la servante, se précipite et tente d'empêcher Custiel de lui donner des bonbons. Apparemment, le chocolat n'est pas bon pour les bébés, ce qui est une nouvelle pour moi. Custiel rend Éléonore à Marcia et la félicite de s'être si bien occupée d'elle. Mais ça sonne plus comme une menace qu'un compliment. Apparemment, il craint lui aussi que Bliss ne grandisse un jour pour nuire à leur duc et prévient Marcia que si cela se produit, elle en sera également tenue pour responsable. C'est à se demander. Je veux dire, ils n'ont pas tort de se méfier, mais je veux dire, un bébé qui se méfie d'un bébé, bon sang. Au moins Marcia est de son côté. La façon dont sa femme de chambre s'occupe d'elle et la protège rappelle à Bliss tout ce qu'elle a manqué dans ses vies antérieures et à quel point elle a besoin de l'amour d'une mère. Après sa visite, il semble que les craintes de Bliss au sujet de Custiel se soient confirmées. Ses alliés n'ont rien remarqué, mais lorsque le capitaine a pris le bébé dans ses bras, il a perçu son énergie. Custiel se rend directement dans le bureau de Lucas et lui dit que l'enfant est doué pour la magie. Si elle est bien élevée, Éléonore pourrait devenir l'arme la plus puissante de l'armée des démons et même faire progresser la monarchie après son départ.
Il propose même de lui donner un nom qui corresponde à son pouvoir. Il est clair qu'Elénor a sa propre signification, alors il faut s'en tenir là. Pendant cette discussion, Bliss rêve de sa vie passée, de sa vie originelle où elle était heureuse avec son amant, Edwin. Maintenant, après tant de régression, il ne sait même pas qui elle est, alors que c'est pour lui, dans sa vie, qu'elle se bat si fort pour empêcher la destruction du monde. Elle se réveille en larmes, les servantes essayant de comprendre ce qui s'est passé. Je suppose que c'est l'un des avantages d'être un bébé, n'est-ce pas ? Ce n'est pas si mal d'avoir des gens qui vous prennent dans leurs bras et vous câlinent quand vous pleurez. De plus, il la couvre de compliments pendant tout ce temps, lui disant à quel point elle est belle même quand elle pleure. C'est une scène adorable. Jusqu'à ce que Lucas fasse irruption dans la chambre et leur dise de se remettre au travail. Il demande pourquoi il y a tant de servantes pour un seul enfant, et elles répondent que l'enfant de leur seigneur a besoin de plus de soins qu'un bébé normal. Il les corrige rapidement en leur disant qu'Eleanor n'est pas son enfant et leur fait promettre de ne pas commettre la même erreur. Encore bouleversé par le traumatisme de son rêve, Bliss ne peut s'empêcher de fondre en larmes. Marcia tente de la faire taire, mais il est trop tard. Lucas lui demande pourquoi elle pleure, et la pauvre servante lui répond qu'elle ne sait pas. Il la traite d'inutile et dit qu'elle est mauvaise dans son travail, ce qui semble un peu dur. Les bébés pleurent pour des centaines de raisons. Comment était-elle censée le savoir ? Alors qu'il s'avance vers eux, Bliss lève ses petites mains pour essayer de l'arrêter, babillant son petit langage de bébé. Comme d'habitude, c'est mal interprété. Marcia pense qu'elle essaye d'appeler Lucas papa, ce qu'il n'aime pas du tout. Quand il s'approche, elle lui donne un nouveau coup dans la main, ce qu'ils interprètent comme une demande de jouer. Ces gens ne comprennent vraiment pas les bébés. Il finit par attraper sa main et essaie de la tenir doucement. Il a presque l'air d'un enfant qui essaie de comprendre comment s'occuper de quelqu'un d'aussi petit. Voyant qu'il est curieux, Marcia lui propose de la prendre dans ses bras et les autres servantes l'encouragent en disant qu'un enfant a besoin d'une bonne relation avec ses parents pour être confiant et heureux. Ce qui est tout à fait vrai, sauf que ces deux-là ne sont pas parents et enfants, ils sont ennemis jurés. Custiel surgit de nulle part pour faire pression sur lui et l'inviter à la prendre dans ses bras. Bliss fait alors de son mieux pour piquer une crise en essayant de frapper sa poitrine et de se libérer. Les servantes le convainquent que c'est un signe qu'elle est heureuse. Il la rend à Marcia sans se douter que le petit bébé qu'il a tenu dans ses bras est en train de planifier son meurtre brutal et sanglant dès qu'elle aura assez de force pour le faire. Elle s'endort en rêvant de la journée et rate le premier et probablement le seul sourire que Lord Lucas Brandt ait jamais fait dans sa vie. Sérieusement, il n'a pas eu une seule expression positive depuis le début de la série. Avancé d'une semaine ou deux, et le jour d'une grande réunion arrive au domaine du roi des démons. Depuis, Lucas s'est tellement épris de sa fille adoptive qu'il l'emmène à la réunion pour qu'elle s'assoie sur ses genoux. Son conseil est également surpris, et qui pourrait le blâmer ? Au lieu d'expliquer longuement comment elle s'est retrouvée là, Lucas a commencé à dire aux gens qu'elle est son enfant, parce que je suppose que c'est plus facile. Bébé Bliss, quant à elle, ne lui facilite pas la tâche. Elle essaie de se libérer, mordant sa main et se tortillant sur ses genoux, jusqu'à ce qu'elle commence à attirer l'attention des membres du conseil. Le pauvre Lucas est persuadé que plus elle bouge, plus elle doit l'aimer. Même si elle n'arrête pas d'éclater de rire à cause de son délire, ça n'aide probablement pas. Il est tellement amoureux d'elle qu'il ordonne à son conseil de l'appeler désormais Princesse Éléonore. Elle gagne des cœurs à gauche et à droite, et tout ce qu'elle fait en réalité, c'est essayer de dire à tout le monde à quel point elle les déteste. Il semble que Baby Bliss ne puisse pas faire de mal, donc pour l'instant, on peut supposer qu'ils ne vont pas la tuer. Pas encore en tout cas. La réunion commence enfin, donnant à Bliss l'occasion d'en apprendre un peu plus sur la politique ennemie, mais la première chose dont ils veulent discuter est l'anniversaire d'une grande princesse, Rhaena. Il s'avère que Lucas n'est qu'un duc parmi tant d'autres sous le contrôle de l'empereur. Rhaena est la fille unique de l'empereur, et pour autant que Bliss s'en souvienne, elle est à l'origine de l'effondrement du royaume. Dans le futur, Lucas et Rhaena se marieront, mais Rhaena finira par tromper Lucas. À ce moment-là, il essaie toujours de se rapprocher d'elle afin d'obtenir plus de pouvoir au sein de la famille royale. Mais Lucas est distrait par sa fille adoptive, ce qui agace l'un de ses principaux conseillers, Sir Cadon. Il désapprouve fortement la présence d'un bébé à leur réunion du conseil, car apparemment, il est le seul à avoir un peu de bon sens ici. Mais Michaela et Custiel se contentent de l'avertir de ne pas aller à l'encontre des souhaits de leur duc. Vraiment ? Tout ça pour un bambin ? Bliss se souvient de Cadon comme d'un maître stratège qui met Lucas à l'abri des attaques ennemies. Ainsi, si le fait de l'écarter du tableau nuirait au duc,
cela la mettrait également en danger, du moins tant qu'elle est à ses côtés. Sir Cadon mentionne soudain le territoire du Rohan, un endroit abandonné situé au sud du continent où les dragons vivent en liberté et où les lois naturelles du monde n'existent pas. Cadon déclare soudain que le duc doit se rendre sur le territoire de Rohan pour trouver un cadeau d'anniversaire spécial pour elle. Quelque chose que personne d'autre n'aura vu auparavant. Cela me paraît insensé, mais apparemment la princesse est très difficile à impressionner. S'ils veulent avoir de bonnes relations avec la famille royale, ils devront faire quelque chose d'extraordinaire, et Bliss sait, d'après ses souvenirs, qu'un autre duc du nom de Kramer fera des choses horribles s'il met la main sur ce territoire. Lucas doit donc arriver le premier. Custiel rejette la proposition en un instant, et Bliss traverse la table pour essayer de le convaincre de revenir sur sa décision, en se frottant à son bras. Une tactique de persuasion peu orthodoxe, mais qui a le mérite d'attirer son attention. Mais c'est Lucas qui, pour une fois, interprète correctement les actions de Bliss et demande à son capitaine de ne pas être aussi effronté avec Sir Cadon. Bliss tente d'utiliser les quelques mots dont elle dispose pour lui dire qu'elle est d'accord avec Cadon, mais ce n'est qu'une absurdité de plus. À ce stade, j'ai hâte qu'elle grandisse et qu'elle apprenne à parler correctement, car cela commence à m'agacer aussi. Le duc pense simplement qu'elle dit qu'il est un père formidable, mais cela n'a pas d'importance s'il ne comprend pas tout à fait ce qu'elle dit. Sir Cadon la comprend et ramène la conversation sur le territoire de Rohan. Les autres sont convaincus que bébé Éléonore n'a aucune idée de ce qui se passe, car dans des circonstances normales, aucun enfant de son âge ne serait capable de suivre la politique des démons. Mais Lucas décide de vérifier leur théorie et d'offrir à sa princesse un papier et un stylo. Attendez, sérieusement, c'est ça son plan? Quel genre de bébé peut écrire mais pas parler? Bliss fait de son mieux pour écrire la vérité, à savoir que le territoire du Rohan leur apportera fortune et faveur royale. Il est donc impératif qu'il gagne ce territoire pour que le duc et elle réussissent. Elle parvient à écrire des lettres très gribouillées sur le parchemin, ce qui ne manque pas d'impressionner son père adoptif et ses soldats. Ils n'ont aucune idée de la façon dont un bébé a appris à écrire, et encore moins à reconnaître les lettres, et Bliss se rend soudain compte de son erreur. Le fait qu'elle montre soudain qu'elle est capable d'écrire soulèvera certainement de nombreuses questions dangereuses. Il est donc temps de faire ce qu'elle fait le mieux, le bébé innocent. Ils aiment tellement ça qu'ils utilisent un sort pour prendre une photo. Lucas lui ordonne même de continuer à prendre des photos mignonnes de sa fille chaque fois que le moment se présente. Bon sang, elle les a complètement pris dans ses filets. Lorsqu'ils reviennent enfin à la question, Custiel dit au bébé qu'il n'est pas convaincu parce qu'elle sait écrire. Comme elle essaye de communiquer avec eux sans succès, il convoque Marcia dans l'espoir qu'elle comprenne un peu mieux la princesse. Mais Marcia n'est pas non plus très utile, et c'est un petit garçon du nom de Teroka qui vient la voir. Il se présente directement à Bliss, ce qui est plutôt adorable. Teorka, ou Théo, est l'un des orphelins du dortoir, et a acquis une réputation de leader parmi les autres enfants. Bliss se souvient aussi de lui. Quand ils seront grands, tous les orphelins abandonnent Lucas. Ce qui n'est guère surprenant, étant donné qu'il les entraîne littéralement à devenir des enfants soldats. Tous les orphelins sauf Théo. Il est resté loyal et a protégé le duc lui-même sur le champ de bataille. Custiel explique aux garçons qu'ils l'ont convoqué pour suivre les ordres de la jeune princesse. Je ne sais pas comment ils s'attendent à ce qu'un garçon soit capable de comprendre un bébé juste parce qu'ils sont plus proches en âge. Bliss commence à parler librement et les autres demandent à Théo d'interpréter. Il dit que la princesse est heureuse que quelqu'un la comprenne, ce qui n'est absolument pas ce qu'elle a dit. J'imagine que ce gamin dit n'importe quoi tant qu'il fait plaisir à Lucas. Mais Bliss fait ensuite un commentaire sur la stupidité des autres et Théo rit doucement. Peut-être qu'il peut la comprendre après tout. Juste au cas où, Bliss essaie de tout expliquer d'un coup et, à son grand choc, il comprend et le communique aux adultes dans les moindres détails. Elle se rend compte qu'il doit avoir la capacité de communiquer, qui lui permet de parler à des créatures et des êtres qui n'ont pas le pouvoir de s'exprimer. Mais cela ne va-t-il pas lui poser un problème? Si ce gamin est dans les parages et qu'il l'entend bredouiller quelque chose sur sa véritable identité, il va falloir qu'elle fasse attention à partir de maintenant. Décidant d'utiliser son talent, Bliss lui dit directement qu'il devrait venir la voir souvent, espérant en faire son propre subordonné. Custiel, comme à son habitude, semble avoir la suspicion dans le sang et doute que Théo dise la vérité. Lucas ne le croit pas non plus. Dans son discours sur le territoire du Rohan, il a mentionné des nains très habiles au combat. Lucas et tous les autres habitants du royaume à l'époque croyaient que les nains avaient disparu, et ils pensent donc naturellement que le garçon ment. Apparemment,
il y a eu une politique d'éradication raciale lorsque l'empereur du siècle précédent a emprisonné et tenté de faire disparaître toute la race des nains. Ce que les autres ne savent pas encore, c'est que certains ont survécu et se sont retrouvés sur le territoire du Rohan. On dirait que c'est à Bliss de sauver son nouvel interprète de la colère de son père. À la fin, Théo prend la parole. Déterminé à faire ses preuves auprès du duc, il propose de faire venir un animal ou un autre enfant pour qu'il traduise. Mais en fin de compte, il dit que la chose la plus importante est d'avoir foi en la princesse et en tout ce qu'elle dit. Bliss est ravie d'avoir quelqu'un qui non seulement la comprend, mais qui la défend. Elle s'approche de lui pour le serrer dans ses bras, ce qui est tout à fait adorable. Elle l'aime tellement qu'elle lui demande de l'emmener se promener dans les jardins. Custiel, son fan numéro 1, entre en jeu avec elle alors qu'elle est toute mignonne, perturbant ainsi sa tentative de rallier Théo à sa cause. En père jaloux qu'il est, Lucas le regarde d'un mauvais œil parce qu'il s'est mis à faire des câlins à sa fille. N'oubliez pas qu'il y a quelques chapitres à peine, ces deux-là accusaient Bliss d'être une espionne et menacèrent de la tuer. Sachant que Théo l'entendra, Bliss lui dit d'arrêter de se battre, car de toute façon, c'est elle qui aime le plus son père. Lorsque Théo fait son rapport, le duc lui donne immédiatement le feu vert, comme sa fille s'en doutait. Cela s'avère déjà être un outil formidable pour Bliss. Elle n'aura plus à dorloter tout le monde pour arriver à ses fins. Elle dispose désormais d'un microphone humain. Les choses vont devenir beaucoup plus faciles. Cependant, lorsque Théo raconte qu'Elinor a demandé à se promener avec lui, il pense qu'elle lui a demandé de sortir avec elle. Bliss se demande comment il a pu transformer son idée de cette façon. Lucas dit non. Bliss tente de lui dire par l'intermédiaire de Théo que ce n'est évidemment pas ce qu'elle voulait dire, mais ça ne sert à rien. Elle change donc de tactique. S'il ne les laisse pas se promener, elle jure de ne jamais l'appeler papa pour le reste de sa vie. Le grand-duc Brandt cède en entendant cela, et tous deux ont enfin un peu de temps pour eux. Bliss remercie Théo pour sa traduction et lui demande s'il est épuisé par ses relations avec des adultes stupides. Le pauvre enfant est probablement choqué de l'entendre parler ainsi de certains des guerriers d'élite de l'armée des démons. Mais plus que cela, il est reconnaissant. Il se sent redevable au duc de l'avoir recueilli et élevé alors qu'il n'avait nulle part où aller. Mais ce n'est pas gratuit. Après tout, s'il n'est pas utile à l'armée, il risque d'être tué. Le mode de vie n'est pas facile, mais Théo dit qu'il l'aime. Cela signifie qu'il peut rendre autant que ce qu'on lui a donné. Honnêtement, ce n'est qu'un enfant, et on lui a clairement lavé le cerveau pour lui faire croire qu'être un enfant soldat est quelque chose d'honorable. C'est vraiment n'importe quoi si vous voulez mon avis. Mais maintenant, ces perspectives se sont encore améliorées. En tant que traducteur de la princesse, il a trouvé un autre moyen d'être utile qui est légèrement moins dangereux. Enfin, tant que le duc ne pense pas qu'il sort avec sa fille. Et apparemment, le duc a toujours des soupçons, car lui, Warren et Custiel les ont suivis dans les jardins pour écouter aux portes. Mais ils sont aussi venus leur annoncer la bonne nouvelle. Le contingent a été autorisé à se rendre sur le territoire du Rohan, comme elle le souhaitait. De plus, il a nommé Théo comme son assistant personnel, afin qu'il puisse à la fois traduire pour elle et la protéger. Ravi d'être utile, Théo jure de protéger la princesse au péril de sa vie et de faire tout ce qu'il peut pour la servir, elle et son père. On dirait que la situation de tout le monde s'est nettement améliorée, et c'est grâce à Bliss.